Je sortais d'une période qui était un petit peu difficile, je m'étais fait renvoyer de mon internat. J'ai supplié ma mère de me laisser auditionner. Elle m'a dit on n'aura jamais les moyens de se payer cette école, mais si tu veux aller auditionner, vas-y. Et à partir de ce moment-là, ma vie a vraiment changé. Après je voyais un trou dans la prod. Je fais vas-y, je vais faire mon couplet, let's go. Je commence à écrire mon couplet, je fais Villal, vas-y, Villal, voilà. J'ai appelé Léna, je lui ai dit Léna viens me filmer le truc. Je me suis réveillé, j'étais le tout épinglé derrière. La vidéo avait 1 million de vues. Tous les darons ils étaient il se passe quoi? Le diable est arrivé et tout. On se retrouve genre top 15 des albums sur iTunes pendant genre une full journée. Je m'étais dit c'est bon, je vais aller démarcher des labels, je vais aller voir tout Paris. Et le seul avec qui j'ai eu un rendez-vous, c'était le gars d'un gros label d'Universal. Et le mec il m'a stoppé un peu dans mon élan et il m'a dit écoute, tu t'appelles Bilal déjà et tu veux faire de la pop, c'est pas très compatible. Du coup il trouvait plus pertinent que je fasse de l'urbain. Processus. Salut, je suis Sandra Gomez et vous écoutez Processus, votre nouveau podcast musique qui révèle les rouages qui ont amené les artistes invités jusqu'à moi. Au sommaire de cet épisode, on va retracer les débuts dans la musique de mon invité, le moment charnière de sa carrière, à quoi ressemblent ses méthodes de création, ses inspirations et quelques surprises au milieu. L'artiste que je reçois aujourd'hui bouscule la scène pop depuis presque 10 ans et impose un discours d'affirmation de soi qui fédère une jeunesse qui ne veut plus faire profil bas. Bonjour Bilal Hassani, comment ça va? Ça va et toi Sandra? Ça va super, je suis très contente de te recevoir. Est-ce que tu es prêt à revenir sur tout le processus qui t'a amené jusqu'ici? Oui, je suis archi prêt. On a un petit rituel dans cette émission, on va commencer avec ça. I wanna be a star on the runway. People watching me, people loving it. Ça te fait bizarre de réécouter ça? Ouais, tellement. Mais c'est que de l'amour que j'ai pour ce projet-là. Donc c'est le morceau Wannabe qui est sorti en 2016. Ouais. Et c'est ce qui apparaît comme le premier morceau que tu publies sur les plateformes de streaming. Je sais pas si c'est exactement ça. En tant que Bilal Hassani. Ouais, presque. J'ai sorti un EP avant ça, mais sous un autre nom, donc sur une autre page, je m'appelais juste Bilal. Ok. Y a un grand artiste de jazz qui s'appelle Bilal, et donc j'allais pas garder son nom, donc c'est pour ça que j'ai rajouté Hassani. T'as fait simple, t'as pris ton vrai nom. J'ai pris mon vrai nom. Ouais, et puis je me suis dit ça allait être fort. En fait, il y avait un truc, ça va paraître un peu chelou, mais quand j'étais petit, je faisais des interviews fictives, je me mettais en scène dans des situations de pop star, comme si j'y étais déjà. Et il y avait une règle pour moi, un nom d'artiste, il doit fonctionner si quand Oprah t'invite sur son plateau et qu'elle hurle ton nom, ça sonne bien. Et quand je l'ai imaginé faire Bilal Hassani, j'ai fait oh, c'est stylé. C'est stylé, je garde. Okay. Voilà. C'est pratique. À ce moment-là, ça fait combien de temps que tu fais de la musique du coup? Combien de temps que j'enregistre de la musique? 2-3 ans. Combien de temps que je travaille, que j'étudie la musique? C'est depuis que j'ai 5 ans. Okay. Donc depuis que j'ai 5 ans, j'ai commencé au conservatoire avec une formation qui était d'abord en théâtre, puis en musique. Donc je faisais du solfège, du piano, de la guitare. Wow. Et mon grand frère était en violon. Okay. Et donc ensuite, après cette formation-là, j'ai pris des cours de chant et c'est vers 12 ans que j'ai commencé à enregistrer des maquettes dans ma chambre. Je les enregistrais, c'était très roots. J'avais un petit vaillot qui était cassé. C'est-à-dire que l'écran était détaché du clavier, mais c'était pas fait exprès, pas en mode genre tu sais la Surface Pro genre. Ouais. Et il y avait 2 fils genre qui tenaient le truc. Et donc je le collais à mon mur de chambre et j'enregistrais avec le micro de l'ordinateur sur Audacity en prenant des prods que je trouvais sur YouTube. Okay. Et c'est comme ça que j'ai un peu commencé. Et au moment où je sors Wannabe, j'ai déjà enregistré une trentaine de démos un petit peu. Waouh, ok. Ouais. De toute façon, tu me dis que tu commences à 5 ans, donc en fait, tu as quasiment toujours fait de la musique. Toujours. J'ai pas trop de souvenirs sans la musique dans ma vie ou sans être en train de chanter ou faire des conneries, quoi. Et tu grandis aussi, du coup, dans un environnement familial qui t'encourage à aller vers ça? Absolument, oui. J'ai 2 parents très aimants qui ont divorcé très tôt. J'ai été surtout éduquée par ma maman. Et ma mère avait une méthode d'éducation qui était assez novatrice. C'était pas Montessori, mais c'était sa méthode à elle. C'était dans la communication, dans l'écoute. Elle nous apprenait à développer notre esprit critique très tôt, à mon grand frère et moi, en organisant des débats les dimanches, où on pouvait poser des questions, ce qu'on voulait, et puis s'écouter, répondre. Quand ma mère savait pas nous répondre, et elle nous disait qu'elle savait pas, et ça c'était hyper rassurant pour nous, parce que pour nous les adultes c'est ceux qui savaient tout, qui avaient toujours raison, donc de l'avoir aussi douté, ça nous permettait un peu de moins avoir peur quand on allait lui demander quelque chose qu'on pensait peut-être
n'allait pas lui aller. Très vite, elle a essayé de nous inscrire dans des activités extrascolaires. Parce que le service public, la France nous le permet quand même assez. Il y a les MJC et tout. Il y avait un conservatoire public à Breuillet dans le 91 où je suis allée et que j'ai kiffé. J'ai fait ma journée là-bas, j'ai kiffé. Donc du coup, j'y suis restée. Donc oui, elle était très très encourageante dès le début. T'as toujours vu la musique comme étant ton futur métier? Tu voyais déjà le côté professionnel derrière tout ça? Ouais, très très tôt. J'ai une petite anecdote sur ça qui est un peu rigolote, mais en gros, à 8-9 ans à peu près, j'avais très très envie d'arrêter l'école parce que j'avais vu que c'est un peu tôt, c'est tôt, hein, c'est pas tôt, mais j'avais vu que Michael Jackson il était homeschooled, que Beyoncé elle avait arrêté tôt aussi, et je voyais tous ces artistes être vraiment les meilleurs et avoir commencé hyper tôt, et moi ça me frustrait énormément de pas avoir commencé, parce que vraiment les premiers souvenirs que j'ai, c'est des souvenirs où je dis déjà que je vais être la plus grande pop star de la planète, que c'est ça qui va se passer pour moi. Et donc à 9 ans, j'étais allée voir ma mère, je crois que j'étais dans un kebab, et je lui disais: maman, il faut que j'arrête l'école, il faut que tu me mettes à l'école à la maison et qu'on commence à bosser pour que je devienne un artiste et tout. J'ai fondu en larmes, j'ai dit: tu comprends pas mon rêve et tout. Et elle me disait: calme-toi, on commencera à travailler le jour où tu seras capable de m'écrire un plan détaillé de l'avancée de ta carrière. Ça paraît vraiment genre storytelling et faux, mais la vérité est que je suis rentrée chez moi, j'avais déjà un petit journal, un journal d'école primaire, tu vois, il y avait des petits chats dessus. Je l'ai ouvert et j'ai écrit genre plein de choses, et j'ai manifesté plein de choses qui se sont d'ailleurs pour certains passés déjà, dont mon Olympia par exemple, il était écrit, c'était genre la 4e ligne, et j'avais mis genre avoir un producteur de musique, parce que de l'autre côté de ma famille, mon père il me parlait de Clive Davis avec Whitney Houston, il me parlait de Quincy Jones, et donc du coup j'étais là à me dire: oh, il me faut cette personne-là dans ma vie, un mentor, un producteur. Et j'ai noté tout ça et je suis allée voir ma mère, je lui ai fait très peur, elle a flippé, elle s'est dit: il est trop petit pour être aussi obsédé par ça. Et donc on a fait un pacte, elle et moi, où on s'est dit que j'allais avoir le bac, et que si j'avais le bac, après on pouvait commencer vraiment à démarcher, à chercher, à avancer. Au final, j'ai commencé un tout petit peu plus tôt quand même, mais voilà, je me suis tenue, j'ai eu mon bac. Et ce qui est encore plus cool dans cette histoire, c'est que ta maman est toujours à côté de toi, elle t'accompagne dans ta carrière justement, donc le plan que tu avais de base, finalement vous avez réussi à le concrétiser à deux ensemble, aussi. Exactement, c'est ça qui est trop bien, c'est parce qu'aujourd'hui ma mère c'est ma manager, et c'est depuis le début, depuis mon premier album, mais en 2020 on a ouvert notre label. On y reviendra plus tard, mais voilà, j'ai ouvert ma boîte de prod, mon label, ma maison d'édition avec ma mère, on a tout fait ensemble. T'avais la vision quand même j'avais grave la vision. Très tôt, très jeune. Et on va revenir aussi sur un moment qui est important, c'est que tu participes à The Voice Kids en 2015. Est-ce qu'on te démarche? Est-ce que c'est toi qui t'inscris? Comment ça se fait cette aventure? Alors, 1 an avant de le faire, je me suis inscrit dans une autre école, après le conservatoire, qui est une école qui s'appelle l'AID. Il y a plein d'écoles comme ça en région parisienne. Il y a l'AID, il y a Coréa, je crois, l'ICOM, des écoles de comédie musicale qui font des formations polyvalentes. Moi, je pense et je sais que la meilleure, c'est l'AID. Je l'avais trouvée sur Internet. Je sortais d'une période qui était un petit peu difficile. Je m'étais fait renvoyer de mon internat, de mon collège, pour des raisons qui étaient c'était houleux un petit peu ce qui s'était passé. Donc, j'avais passé de avril à septembre à rien faire. Et donc un soir j'avais trouvé cette école qui m'a fait penser en gros à un Undo Stress, tu vois, genre, j'étais en mode, je voyais que tu pouvais danser, chanter, machin, qu'il y avait une formation où tu pouvais aller en cours le matin et l'après-midi là-bas, et j'ai supplié ma mère de me laisser auditionner. Elle m'a dit: on n'aura jamais les moyens de se payer cette école, mais si tu veux aller auditionner, vas-y, c'est gratuit d'auditionner. C'est une école qui est dans le 16e, qui coûte très cher l'année. J'ai auditionné, ça s'est extrêmement bien passé. Et maman a réussi un petit peu, à la force de ses bras, à trouver un arrangement, et avec l'école, et avec elle-même surtout, pour trouver de quoi me permettre d'aller dans cette école-là. Donc, j'ai eu beaucoup de chance, beaucoup de privilèges à ce niveau-là. Et à partir de ce moment-là, ma vie a vraiment changé. Parce qu'on ne vient pas... on vient pas de l'argent, on vient pas des milieux, on n'a pas de point d'entrée, de point de contact. Et d'un seul coup, je me suis retrouvée dans cette école où, les gens, leur marraine, c'était des grandes actrices césarisées, leurs parents, c'était ceux qui faisaient la météo, ou le chef régie de TF1, ou le truc, ou le machin. Et donc, je me retrouvais avec plein de gamins comme ça qui avaient une grosse longueur d'avance sur moi, sur là où ils allaient finir. J'avais l'impression que eux, du coup, c'était gagné d'avance, et que moi, du coup, c'était mort.
Et donc, du coup, ça m'a donné un peu une sorte de niaque inédite où je me suis mis mais à 3000% dans cette formation-là. J'ai donné ma vie, en gros. Tout ce que je pouvais faire de plus d'extra, je le faisais. Il y a plein d'anecdotes rigolotes. Il y avait Pascal Obispo qui était venu pour ouvrir un cursus dans cette école-là qu'il avait appelé l'école. Pas du tout, pas du tout show off, genre. Et l'école, c'était genre une école dans l'école où il y allait avoir une poignée d'élèves. On allait être genre 8 à pouvoir avoir une expérience de cours un peu différente, un peu plus approfondie pour les chanteurs de demain. Donc c'était vraiment écriture de chansons, il y avait des cours d'écriture, il y avait des cours de polyphonie, donc pour être dans un chœur, apprendre à chanter ensemble, des cours d'expression scénique, il y avait un showcase qu'on devait faire tous les 6 mois. Et il y avait une grosse audition pour ça. Je suis allée à cette audition-là. Pascal Obispo, il est c'est un très grand auteur-compositeur. Ouais. Et donc, du coup, il est très attaché à l'art de l'écriture de la chanson. Et quand je suis arrivée pour auditionner devant le panel, dont lui, il m'a dit, vous allez chanter quoi? Et mon titre français, c'était Pour que tu m'aimes encore, de Céline Dion. Donc, je dis, je vais chanter Pour que tu m'aimes encore, de Céline Dion. Et il dit, de Jean-Jacques Goldman. Parce que c'est Jean-Jacques Goldman qui a écrit la chanson. Et donc, je me suis dit, oh mon Dieu, j'ai fail mon audition, j'ai fait n'importe quoi. Donc, du coup, j'ai chanté quand même. J'ai pas été pris. Ils ont annoncé, genre, ils ont mis la feuille le lendemain, il n'y avait pas mon nom. Wow. Et donc, l'été est passé, en septembre, j'y suis allée quand même. Pourquoi pas? Je suis rentrée dans la classe, j'étais pas dans les feuilles d'appel. Et personne m'a trop rodave au début. J'ai dit, c'est en mode, bon, il est là, écoute, il est là. Après, on m'écrivait au stylo, tu vois. Après, on m'a rajouté dans la grille. Au final, j'étais dans le truc. Et en étant dans ce cursus-là, un ami à moi, que je m'étais fait dans l'école qui s'appelle Nemo Schiffman, qui lui avait fait la première saison de The Voice, il me filmait en fait quand je chantais et il a envoyé à un casteur de The Voice. Et donc un matin, je me suis réveillée et il y a un mec qui m'appelle, qui me dit salut, c'est Pascal, je travaille avec la boîte de prod de The Voice. Voilà, tu es appelé à venir auditionner le août, le 28 août, je crois c'était, à Bercy, là au Prima, je sais plus comment s'appelle ce studio dans le 13e là. Et voilà, j'étais en mode quoi? Pas du tout. Et en réalité, j'avais pas du tout envie d'y aller. Ok. Parce que... T'avais un peu un a priori sur l'émission ou Bah, déjà, mes rêves, c'était... je dois être la plus grande pop star de la planète. Et donc, je me dis, il faut pas que la France, elle me calcule. Faut que les Français sachent pas qui je suis. Tu voulais un parcours aussi un peu Je voulais un parcours stylé, genre. Ouais, je voulais vraiment débarquer, être à Londres ou à LA direct, tu vois. Et donc, du coup, j'étais pas trop chaud à ce niveau-là. Il y avait une autre raison qui était que... À 8 ans, j'ai eu un 8-9 ans, autour du moment où j'ai fait la phase à ma mère pour devenir chanteur, j'ai commencé à me faire une sorte d'amie imaginaire. Okay. J'avais pas beaucoup de potes à l'école à ce moment-là, et donc du coup, je parlais avec une amie imaginaire qui s'appelait Alice. Et c'était une sorte d'elfe avec des cheveux longs, et c'était une chanteuse. Et quand je rêvais d'elle, j'étais obsédée par elle, etc. Et j'ai commencé à la dessiner. Après, j'avais fait une page Facebook, j'avais fait un Skyblog d'elle où je prenais des photos d'elfes sur Google Images et tout, et que je les pimpais un petit peu. C'était des blingies et des trucs comme ça. Et c'était ce personnage-là que j'incarnais à tel point qu'au bout d'un moment, je me suis dit que ça allait être moi, ce personnage-là. Et donc, j'ai commencé à m'imaginer que j'allais avoir des cheveux longs, des trucs de machin. Et ce concept de travail, on va dire, de création d'iconographie de la pop star, ce dessin-là, il a commencé autour du moment où il y a eu le casting de The Voice. Et pour moi, j'avais besoin de 2-3 ans encore pour préparer ce perso, pour préparer l'image, pour préparer le nom, préparer la manière dont allait se tenir ce personnage, parce qu'il y a quelque chose que je trouve de très fort dans l'alter ego de la pop star. Enfin, on regarde Michael Jackson, on sait, on a les chaussettes blanches, on a les mocassins noirs, on a le gant, on pense à Lady Gaga, on a plusieurs iconographies, mais on a la frange, la référence est Bowie avec l'éclair, Madonna c'est les synchroniques, toutes ces choses-là. Et donc je travaillais sur tous ces trucs-là, mais j'étais encore le gamin à lunettes, avec les cheveux bouclés et des looks. Enfin, je m'habillais avec rien, on n'avait rien. Comme un jeune de ton âge. Un jeune de mon âge qui avait quand même 1 an et demi de retard sur toutes les trends parce qu'on pouvait pas se les permettre. Donc du coup, il y avait pas la vision. Ouais, je me regardais dans la glace. T'étais entre ton nom, t'avais pas encore créé ton persona en fait. Voilà. T'étais un peu mais je l'envisionnais, donc je me disais, vous allez juste là. Je peux pas aller à la télé maintenant et montrer. Ouais, je comprends. Mais sauf que du coup, tu flippes quand tu reçois une opportunité comme ça. T'as l'impression que si tu refuses ou que tu vas pas, c'est peut-être la dernière fois qu'il t'arrivera quelque chose. Surtout quand t'es ado. J'avais 14 ans. Ouais. Donc j'y suis allée. Et l'audition s'est hyper bien passée.
il y a plein d'étapes avant d'arriver à la télé pour ce truc-là. Tu sais, t'es genre 10 000 gosses et à la fin, il y en a, je pense, 500 qui auditionnent à la télé et puis dedans, il y en a qu'une poignée pour qui les coachs se retournent. Et ça a été une très belle expérience. J'ai trop kiffé. C'était spécial. Au début, déjà là, le stylisme, c'était une question. Ouais. Quand je suis arrivée au stylisme, il y avait un truc où moi, je regardais le sein des meufs et j'étais en mode putain, là, c'est dark. Ça, c'est pas beau. Et il m'avait mis un nœud de pape, une chemise et tout. Il m'avait looké avec un truc que j'avais pas trop kiffé. Ouais, c'était pas ton identité. Non. Ouais. Et j'étais retournée dans le foyer avec les darons. J'étais allée voir ma mère et je suis allée la voir et elle me dit ça va, t'aimes bien la tenue? J'étais en mode oui, j'aime bien la tenue. Elle m'a regardé, elle m'a pris par la main, elle est remontée. Ma mère est juste derrière, c'est pour ça parfois quand je regarde un peu. On était remontés, elle avait engueulé la prod en mode genre mon fils il va porter autre chose. Et donc elle avait réussi à trouver le compromis en mode je vais porter une chemise, mais une chemise que j'aime bien. Ouais. Et à ce moment-là déjà j'avais commencé à comprendre qu'elle et moi on allait continuer à taffer ensemble, en gros, tu vois. Ouais. Parce que j'aurais jamais osé dire quoi que ce soit, j'aurais jamais osé hausser le ton et elle l'a fait pour moi et ça m'a permis d'être looké kind of comme je voulais, genre. C'est quand même assez fou ce côté très précoce dans ta carrière, tu vois. Donc heureusement que tu as été bien entourée aussi à ce moment-là. Ça se serait pas passé pareil, je pense. Parce que je suis rapide, mais c'est pas parce que tu es nécessairement rapide que tu fais les choses correctement. C'est ça. Il faut canaliser les énergies comme ça qui sont un peu électriques. Et moi, je suis assez électron libre et ma mère, elle a toujours réussi à être le bon aimant pour que les choses gravitent correctement, on va dire. From the fading light of night, rise like a phoenix. T'as de la chance. Les 3 se retournent, je crois, en plus. Les 3 se retournent. Tout le monde s'est retourné. Wow. C'était dark. Après, je me suis fait tâche au battle, genre juste après. Mais c'était une émission courte. C'était audition, battle, finale. Ouais. Voilà. Et donc, moi, je disais toujours aux gens, je suis partie aux portes de la finale. Parce que c'est pas un mensonge. Ouais, c'est pas un mensonge. Mais il est technique, tu vois. C'était au battle. Donc tu en gardes quand même un bon souvenir de cette époque-là? Ouais. C'était génial. Je me suis fait des amis. Je trouve que la promo de 2015, la promo de The Voice Kids saison 2, elle est folle. En réalité, il y a... Phoebe, c'était une de mes meilleures potes. Phoebe Koyabi, c'est une artiste incroyable qui est à moitié américaine. Elle est partie aux États-Unis. Elle s'est retrouvée à Broadway. Wow. Dans la production de Broadway de Dear Evan Hansen, qui est une comédie musicale incroyable. Elle a fait ça pendant des années. Elle est toujours dans ce circuit-là. Il y avait Lenny Kim avec moi, qui est un artiste qui est confirmé aujourd'hui, qui fait plein de musique, qui a sorti des disques, qui a fait des énormes tournées, qui continue. Shaina Pronzola, qui était dans ma saison, elle est sur Molière, l'opéra urbain, depuis 2 ans. Donc je suis hyper fière. Et on est tous... Et puis le truc trop marrant, c'est que même Marine, qui vient de gagner la Star Academy, elle était sur ma saison de The Voice Kids, qui est hyper drôle aussi. Donc j'ai l'impression qu'on était une saison bénie un petit peu. Ouais. Il y avait un truc en mode dans l'air. Même on le sentait quand on était ensemble. On est special un peu. Il y a un truc qui se passe. Et est-ce que ça a changé quelque chose pour toi vraiment à ce moment-là? Non. Rien. Ouais. Je pensais que si. Ouais. Ok. Donc tu t'attendais à ce que ta vie elle change à ce moment-là. Je suis trop comme ça. Je suis trop dans ça. Moi, je suis sortie de The Voice. J'ai été éliminée. Il y avait 9 mois qui séparaient l'élimination et le moment où j'allais être diffusée à la télé. Ok. Le 16 octobre, 16 octobre 2015, ma diffusion d'élimination allait être faite. Et donc pendant ce temps-là, j'ai eu 2 semaines d'abord pour pleurer ma défaite. Et après, je me suis levée un matin et j'ai fait OK, il faut que j'ai un truc à sortir le jour où je me fais têche de l'émission parce que je vais être sur TF1, il va y avoir genre 4 millions de personnes qui vont me regarder. Faut qu'ils aient s'ils cherchent mon nom, un truc à écouter, regarder, peu importe, quelque chose. Et donc c'est à ce moment-là que je suis allée commencer à écrire mon premier EP, du coup qui s'appelle Portrait de famille et qui est toujours sur les plateformes sous le nom Bilal, juste. Qui était un EP concept sur une famille dysfonctionnelle où chaque chanson traitait de l'histoire de l'un des membres de la famille. Il y avait le père, la mère, la fille et le fils. Et en plus du fait qu'on suivait sous le POV d'un de ces personnages-là, l'histoire avançait, l'intrigue avançait. Donc ça parlait d'un père qui était alcoolique et violent. La mère décide de le tuer, mais du coup elle fuit. Et elle laisse les 2 enfants tout seuls. Et le grand frère, il est un peu bazar, il fait n'importe quoi. Et la petite, elle est un petit peu toute seule, elle est au bout de sa life. C'est pas ma vie. Mais cette fiction m'a chauffé, l'histoire m'est venue. Et donc j'ai écrit ces trucs. Je suis allé voir mon ancien prof de guitare, Hervé Bourgeois, à qui je fais des bisous, qui avait Pro Tools sur son ordi et un micro. Et on a produit tous les 2 le truc. Donc le budget total de cette EP, c'est à ce jour mon projet qui m'a coûté le moins cher. Il était estimé à 1 300 €. Donc on a dû sortir 1 300 € pour que je puisse avoir ces 4 titres-là sur les plateformes le 16 octobre. Et donc du coup, ça a été ça mon deal. Parce que je me suis dit, si je sors du son,
que le son marche suffisamment bien. Mhm. On me parlait les bruits de couloir. J'entendais dire qu'il Mhm. fallait 5 ou 10 000 écoutes sur SoundCloud pour être éligible pour se faire signer en développement dans un label. Mhm. C'est peut-être un truc qui est hyper faux, mais j'y croyais dur comme fer. En vrai, c'est peut-être une légende urbaine, mais crois en que tout c'est cas, ok. Je crois que c'est faux. Mais bon, ça t'a motivé à Mais faire ça m'a quelque motivé, chose. j'étais en mode, Ouais. il me faut 10K, il me faut 10K, il me faut Ok. 10K. J'avais ce truc-là dans la tête. Et j'ai sorti l'EP le jour de l'élimination. Mhm. J'ai fait ma petite com, j'avais 2000 abonnés. Hein. Genre, c'est beaucoup déjà quand même. C'est quand même beaucoup, hein. C'est quand même beaucoup. Ouais. Parce que j'avais commencé, je fais des covers depuis que j'ai genre 11 ans sur Ouais. YouTube. Donc, tu vois, il y avait 300 personnes là, 100 personnes là qui Mhm. s'étaient abonnées. Ça avait amassé ce nombre-là pour le moment où je faisais The Voice. Et l'EP sort, on se retrouve genre top 15 des albums sur iTunes pendant genre une full journée. Donc, c'est n'importe quoi. Mhm. Donc je l'avais distribué sur genre, tu sais, les By Tune Core, CD Baby Ouais. et tout. On se retrouve comme ça, et il finit son run, donc au bout de 4 mois, avec, je pense, le Mr. No Life, le lead, le Focus Track. Mhm. Il avait eu 20, 30 000, peut-être 20 000 streams, un truc comme ça. Et je m'étais dit, bah c'est bon, je vais aller démarcher des labels. Et je pensais que là, ma vie allait changer. Et j'ai commencé à aller démarcher des labels. Mhm. J'allais voir tout Paris. J'ai menti, of course. J'ai prétendu avoir des rendez-vous avec des DA dont je connaissais le nom, mais dont je n'avais pas placé de rendez-vous avec. Évidemment, on m'a recalé presque de partout. Ok. Il y en a eu 3-4 à qui j'ai réussi de parler. Un, je l'ai chopé à la sortie, Mhm. quand il est sorti, parce que j'ai attendu. Un autre qui m'a laissé rentrer dans son bureau. Et il y en a un que j'ai eu au téléphone, parce que la nuit, je faisais les US. La nuit, j'appelais New York. C'est génial. Ouais, j'appelais Sony, j'étais en mode Hi, my name is Bilal Hassani. I'm 14 years old and I'm a singer-songwriter from Paris. I would like to know where I could send out some demos. Nanana. Et c'est en mode oui, envoyez à cette adresse mail et tout. Il y en a un qui m'avait eu au téléphone une fois, il m'avait recalé quand il avait entendu ma voix, il était en mode c'est un gosse, qu'est-ce qui se passe? Et le seul avec qui j'ai eu un rendez-vous, c'était le gars d'un gros label d'Universal. Ok. C'était le plus gros label d'Universal à l'époque. Et j'avais réussi à me poser avec lui. J'avais mon ordi prêt à dégainer les démos. Là, j'avais bossé, charbonné dans ma chambre. Je commençais à faire mes prods un peu. J'étais en mode let's go. Et il m'a dit... j'avais un dossier aussi, avec des photos. Mhm. Avec les photos, des cheveux longs, avec les photos. Tout le gag, il était en image. Parce que je pouvais pas encore le faire. Mais il y avait la vision et maintenant, elle était posée. Mhm. Avec une petite strat, une petite strat, genre je voulais faire 2 petits EP, après faire un 3e qui allait rassembler pour faire un gros projet mais qu'on allait appeler mixtape. Enfin, j'avais tout un truc. Et le mec il m'a stoppé un peu dans mon élan Ok. et il m'a dit écoute, tu t'appelles Bilal déjà et tu veux faire de la pop, c'est pas très compatible. Ok. Parce que du coup il trouvait plus pertinent que je fasse de l'urbain. Whatever, peu importe ce que ça veut dire. Et donc, du coup, j'étais en mode ouais, ok, bon, si tu veux. À ce moment-là, je voulais trop signer, avoir quelque chose, quoi que ce soit. Donc, moi, je lui ai dit si je vais faire de l'urbain, je vais faire de l'urbain. Je dis ouais, moi, j'aime bien l'urbain. Ok. Et il me dit mais tu vois, le look que tu as, la musique que tu veux faire, il n'y a pas de marché pour toi pour l'instant. Mhm. Donc, je pense qu'il va falloir attendre un petit peu ou que tu te crées ton audience. Et demain, si tu viens nous voir et que tu as assez de gens derrière toi, bah, peut-être que les gens ils vont reconsidérer. Mais là, gay, perruque, référence, drag, très queer, pop, électro. Gars, C'est- dégage là-bas, c'est bon, ça sert à rien. Je suis rentré chez moi comme ça. Waouh, il t'a quand même. Ouais. Ouais, Il t'a j'avais 15 sapé ans. un Hein. peu le moral et. Il m'a- et tes il m'a espoirs. blasé. Ok. Il m'a blasé ma race. Mm. Je suis rentré chez moi, j'étais là. Ah. Waouh. Voilà. Mm. Et donc, je suis rentré, quoi. Je suis rentré chez moi, j'ai eu grave le seum. J'ai parlé avec mes copains. J'avais une bande de potes qui commençait à se faire, avec des potes qui avaient commencé, à ce moment-là, ça faisait 6-7 mois qu'ils faisaient des vidéos sur Internet. Mm. Et ils me disaient tout le temps, fais des vidéos, tes galeries, fais des vidéos et tout. Je dis, moi, je suis un artiste, je peux pas faire des vidéos. Si je fais des vidéos, c'est la honte. Les gens, ils vont se moquer de moi. Les gens, ils vont être en mode, c'est pas un artiste, c'est un gogol sur Internet et tout. Parce que je suis grave drôle. Mhm. Il s'avère que je suis aussi un peu rigolo. Et donc, du coup, j'étais là, si je fais le rigolo, si je fais le mariole, ça va trop dévier. Mais là, je suis rentré chez moi, j'avais plus rien à faire. Bah ouais, et surtout que lui, il t'a donné une piste que finalement t'as écouté, t'as suivi. Exactement. Créer mon audience. Ouais, t'as créé ton audience. Voilà. Et donc, à quelques semaines d'intervalle entre rendez-vous et oui, quelques temps après, j'ai lancé vraiment officiellement ma chaîne YouTube Mhm. avec une stratégie très claire. Je m'étais donné genre 2 ans Ok. pour qu'il y ait 100 000 personnes qui me suivent
Parce que pour moi, 100 000, ça tape. Tu as 100 000 personnes derrière toi, tu peux aller voir un label dire j'ai 100 000 abonnés. Ouais. Vous pouvez, tu vois... Et encore plus, il y a quelques années, c'était plus difficile d'avoir... Avoir autant 100K, ouais. de ouf. Ouais. Avant, c'est pas comme TikTok et tout. Ouais, Hein. c'est TikTok, clair. t'as tes 100K genre en 3 semaines. Oh my god, dinguerie et tout. À l'époque... Les gens faisaient des vidéos réactions au fait qu'ils avaient eu 100 000 abonnés. Hein. Et en pleurait, plus, toi. c'était encore plus mal vu, entre guillemets, d'être youtubeur, de faire des vidéos sur YouTube. En fait, tout le monde te jugeait. Maintenant, les gens commencent timidement à se dire, bon, ok, ils ont le droit, tu vois, c'est ok de faire ça. Mais à l'époque, c'était encore plus mal vu. C'était grave mal vu. Ouais. Mais il y avait plein de potes à nous qui ont arrêté au bout de 6 mois, 7 mois, parce qu'au lycée, ça se foutait de leur gueule. Ouais. Tout le monde se moquait. Mais je vois là les gens aujourd'hui dire beaucoup, putain, pourquoi j'ai pas pris ma caméra de vlog quand j'avais 15 ans, ça me saoule, parce qu'ils voient maintenant tout le monde est en train d'avoir sa fast life, être dans les avions, les trucs, les machins, go to the Oscars, etc. Et ils sont en mode genre merde. Donc je suis content de pas avoir... Moi j'avais déjà... C'était hermétique. J'entendais pas ces trucs-là. Ouais. Le temps leur a donné raison en fait. Voilà, le temps leur a grave donné raison. Je suis trop fier de eux tous. Et en vrai, on a créé un cercle à ce moment-là de protection un petit peu aussi, parce que personne, pour tout, on savait rien. Surtout que c'est vraiment genre l'Eldorado, il y avait rien, il y avait pas d'agence, il y avait pas d'encadrement pour tout l'aspect économique, pour l'aspect tout, il y avait pas les partenariats, ça n'existait pas. On est arrivé, il y avait quoi, il y avait genre Babe Bryance et Daniel Wellington. Je crois que c'était les deux trucs qui existaient. C'était quoi déjà Daniel Wellington? Des lunettes. Ah, des lunettes. Elles étaient d'art, les lunettes. J'avais graffé Daniel Wellington, j'étais trop content quand j'avais eu ce truc-là. Et t'avais des lunettes, et tu disais prenez les lunettes, vous avez le code promo, machin. Et c'était le tout début. Et donc j'ai commencé à faire des vidéos avec le plan très clair dans ma tête de conditionner les gens à comprendre vite que j'étais chanteur, sans faire des vidéos de chanteur. Parce que en fait, si je fais des vidéos de chanteur, ça va pas marcher. Les vidéos de chanteur, il y en avait déjà trop. Des covers, ma compo, mon cover, ma compo au piano, la petite reverb, le noir et blanc. Je voyais que ça. Donc j'étais en mode, prends le twist de ta personnalité et insère petit à petit du chant dans le bail, en gros. Ouais, c'est comme si tu montrais les coulisses de la vie d'un artiste avant même de te présenter en tant qu'artiste. Voilà, exactement. Donc je commençais en racontant des histoires, je faisais des story time un peu, et des covers. C'était genre 3 vidéos où je parlais, une vidéo où je chantais, après 2 vidéos où je parlais, 2 vidéos où je chantais, et puis après j'ai commencé à faire 3 vidéos où je chantais, une vidéo où je parlais, pour un petit peu comme ça diluer le truc vers la musique. Il y avait mon intro aussi, j'en parle souvent, mais quand je dis bonsoir Paris, yeah, ben la vibe je la faisais pour que les gens soient en mode c'est le gars qui chante, il chante, bonsoir Paris, il chante, que le mot il reste un peu dans les oreilles, parce que j'étais là en mode si demain ça switch, si demain je pars en artiste, j'ai envie que les gens ils zappent vite, j'ai pas envie que les gens ils restent trop concentrés sur... C'était impossible que ça se passe exactement comme ça, mais c'était la méthode. Donc du coup j'ai commencé à faire les vidéos et Wannabe, j'ai commencé à préparer Wannabe. Et 2-3 autres titres comme ça. Ça, c'est quoi? C'est des type beats. Wannabe, c'était un type beat. Il y avait un autre type beat, d'ailleurs, trop marrant, d'une autre chanson que j'ai sortie qui s'appelle Follow Me, juste après. Le type beat, il a été utilisé par Combini. Mais non. Si. C'est quoi? Il faut que je te le retrouve, mais genre sur les outros des vidéos Combini, il y avait la musique, il y avait l'instru de Follow Me. C'est fou. Faut que je retrouve. Et ça te fout trop le seul, t'as trop peur quand il se passe des trucs comme ça. Parce que moi, mes potes, au début, ils comprenaient pas. Ils disaient, mais pourquoi j'ai entendu l'instru de ton truc, j'ai entendu sur un autre bail, hein. Je me non, mais. Non. Je vous jure, j'ai payé une licence et tout. Et tu sais, t'achètes ta licence, mais bon, tout le monde va acheter sa licence, donc tout le monde peut se retrouver avec la même prod. Donc à chaque fois, ça me faisait flipper ce truc-là. Mais voilà, Wannabe, c'était ça. Je vais retrouver ce que c'était. Tu vas retrouver, tu verras, ça faisait c'était un truc comme ça. Il y avait le Combini, ça faisait comme ça, genre, oh my god, c'est Follow Me. Mais voilà, donc du coup, j'ai sorti Wannabe, j'avais, je pense, 20 000 abonnés sur ma chaîne à ce moment-là, et j'ai tout de suite fait un concert aux Étoiles à Paris, que j'ai produit avec ma mère, juste pour dire à tout le monde, hey, je chante, this is my first song. Je chantais en anglais encore, parce que j'avais encore l'espoir que l'Amérique allait m'appeler le lendemain, tu vois, donc il y avait ce truc-là, quoi. Il y a un autre moment justement qui va très bien dans l'histoire que tu nous racontes parce que chronologiquement ça arrive juste après. Un autre moment un peu déterminant, on va se l'écouter. Hello papi mais qu'est pas ça? J'entends des bails à trop sur moi. À ce qui paraît je te cours après. Mais ça va pas mais t'es taré, ouais. Mais comment ça?
C'est ta cover du morceau Jaja du coup d'Aya Nakamura. Ouais. Ça sort en 2018. Ouais. Et moi, c'est un peu le premier souvenir où je regardais déjà les vidéos. Mais à ce moment-là, je commence à te voir partout. Ouais. Et je vois que cette vidéo, vraiment, elle explose. Elle a explosé, ouais. Ouais. C'est trop drôle parce que c'est un petit peu toujours comme ça que ça se passe, mais c'est les trucs les plus spontanés qui pètent. L'idée, je l'ai eu le matin, c'est sorti le soir. Ok. C'est à ce point-là que c'est allé vite, Ok. ce truc. Je me suis... Donc Mantra Beats, je fais des gros bisous. Bisous. Mantra Beats, c'était le beatmaker à qui j'ai acheté toutes les prods pour Ok. mes sons originaux. Mais déjà, t'achetais tes prods. Je les achetais, Et ça, c'est vraiment pas le cas de tout mais le monde. parce que j'avais la daronne derrière. Mais c'est génial. Parce que déjà, elle T'étais était là en mode structurée. genre, le producer tag, il Ouais. est rincé. Elle dit, tu vas pas laisser ça. Et elle a dit, on va payer le truc. Parce que vraiment, elle avait trop peur qu'un jour ça toque à la maison. Mais elle a raison. C'était le début le début de plein de trucs. Bien sûr. Je piratais mes films, j'achetais mes prods. Tu vois ce que c'est un C'est un bon bon compromis, équilibre. tu vois. C'est clair. Mais ouais, j'ai acheté les prods chez ce gars-là. Et donc là, j'écoute cette prod-là. Honnêtement, je sortais de chez un gars. J'avais dormi chez un gars. Mhm. C'était ça ce qui s'était passé. Mhm. Je sors de chez le gars. Il était trop sympa. Il m'avait pris le Uber pour que j'aille retrouver mes potes. Le Uber, il était stationné. Il va pour sortir pour sortir pour aller s'engager sur le trajet. Et il a tapé dans un vélo. Le gars, c'était le matin. Le gars au vélo, il était en mode genre putain et tout. Et il commence à s'engueuler. Le Uber, il descend. Donc moi, là, il y a tout ça qui est en train de se passer. Ouais. Et donc moi, j'écoute des trucs. Et là, je commence à... J'étais trop chaud sur Aya, j'aimais trop Aya. Aya depuis genre Trouble Love d'un voyou, j'étais obsessed, c'était ça. Et donc là, je suis en train d'écouter la prod et je fais... Ouais, ça fit. Trop drôle. Et je fais genre, wait, ok, c'est dark. Donc je copie-colle les paroles, je les mets sur notes, je chante par-dessus le truc. J'ai tout le temps du monde. Le Uber est en train de s'embrouiller, ils sont en train de faire un... Je sais pas quoi là. Un constat. Un constat, Ouais. la totale, le vélo il est cassé, le gars il dit qu'il va appeler l'hôpital, les urgences et tout. Donc moi j'ai en train de faire ça. Après je vois il y a un trou dans la prod. Je fais vas-y je vais faire mon couplet, let's go. Je commence à écrire mon couplet, je fais Villal, c'est Villal, mais surtout t'arrêtes pas. Chaque fois que j'apparais dans ton pied tu transpires, un truc comme ça. Et j'étais là en mode genre je titillais un peu les haters parce que là il y avait du monde qui me suivait, beaucoup de gens qui étaient un peu genre choqués, la perruque, les trucs qu'on prenait pas, etc. Je me suis dit on va aller dans leur sens, on va faire un truc drôle. Et drôle, c'était drôle. J'ai pris mon petit déj, j'ai enregistré le truc, j'ai appelé Léna, parce qu'on passait l'été ensemble. C'était le Ouais. mois d'août. Ouais. Je venais de la rencontrer, on était ensemble tous les jours. Je lui ai dit, Léna, viens me filmer le truc avec ta caméra, parce qu'elle avait une bête de caméra. Moi, je filmais avec une caméra un peu rincée, elle avait une caméra bien pour ses vlogs. Elle avait le sac à dos, l'enceinte dans l'entrebâillement de la zipette, là, comme ça. Elle mettait le son et j'étais là, comme ça. Et j'ai fait le truc à 16h, à 17h, je le montais. J'ai quand même donné crédit à Léna pour un truc. J'ai regardé le machin. J'ai dit, c'est rincé. Non. J'ai montré à Léna. J'ai dit, je crois il est gaze le cover. Je peux pas sortir ça. On a failli pas l'avoir. On a failli pas l'avoir. Waouh. Genre à 40 minutes de l'upload, j'ai fait, je vais pas le poster ce truc-là. Elle dit, poste, c'est archi bien et tout, tu vas voir, c'est archi bien. J'étais là en mode genre, for real. Elle dit, non, mais c'est archi d'argent, tu comprends pas, t'es trop exigeant parce que le truc était pas bien mixé. J'aimais pas la perruque, le look, je l'avais fait comme ça. Et donc, du coup, je l'ai posté quand même. Je suis allé me coucher. J'ai pas trop calculé les stats. Ouais. Je me suis réveillé, j'étais le tweet épinglé d'Aya. Waouh. La vidéo avait 1 million de vues. C'est Ça bon. faisait genre même pas 24 heures. C'est fou. Et elle avait genre 3 millions de vues sur Facebook. Tous les darons, ils étaient oh, il se passe quoi? Le diable est arrivé et tout. Ah, Genre, tout le monde ouais, était... Mais j'étais ouais. trop chaud, trop chaud pour ça, moi. Parce que j'étais en mode genre, ok, let's go, je prends. Mon follower count, il montait. Et en fait, c'est le truc, il y a beaucoup de frustration tout le temps quand t'as des haters, etc. À chaque fois, on pose la question, ça va, comment tu fais, etc. La réalité, c'est que quand tu peux avoir du plus de l'expérience des haters, Ouais. eh ben c'est ok. Moi, je trouve que c'est grave ok. Ça me faisait baume au cœur. Les fins de mois que j'avais à cette époque-là, mais j'avais l'impression que je devenais riche. J'étais en train de rentrer dans un truc où j'avais des mois, j'avais des mensualités avec de l'argent, où je pouvais aider maman pour le loyer, je pouvais aider mon frère s'il avait des projets pour son taf, des trucs, des machins. C'est mais venez, mais m'aimez pas, mais avec joie, parce que vous faites de l'engagement, vous regardez les vidéos, ils cliquent dessus, ils restent dessus. C'est les premiers toujours, en plus, c'est les plus amoureux. Ils restent, ils restent, commentent, ils commentent. ils partagent, ils font tout. Et ça fait grave de la moula. Donc moi, j'étais genre trop en mode let's go, ça, je vais pouvoir financer d'autres covers, je vais pouvoir faire des trucs plus produits. Donc j'étais trop content. Ce buzz-là, il était trop positif. Et Aya, en plus,
derrière, elle a été un énorme soutien. Ah, c'est fou. Dans le sens où, moi, ce que j'avais pas compris à cette époque-là, c'est qu'elle se prenait un backlash déjà qui était immense, gargantuesque. Les gens étaient horribles avec elle et à un niveau qui était très différent du mien. C'est des sphères qui sont différentes. Elle était dans le média traditionnel, donc elle se tapait la presse, elle se tapait genre tout, quoi. Et à plusieurs reprises, elle est venue en interview, elle me défendait. Elle disait qu'elle aimait bien le cover, elle disait que ça lui avait plu, elle disait que l'initiative, elle l'a trouvé cool, qu'elle est venue m'en parler en DM aussi. Et elle est restée en contact avec moi comme ça pendant 1 an et demi. Et quand on est arrivé ensuite, au moment où moi ça a commencé pour moi, elle a continué à stay in touch. Et vraiment, c'est no joke, l'artiste la plus sympa que j'ai rencontrée de toute ma vie pour l'instant. Et son soutien à ce moment-là, il avait fait beaucoup pour moi. Ouais, c'est fou, mais parce que aussi, comme tu le disais, elle a traversé et ça s'est jamais arrêté, tu vois, des critiques hyper dures en fait. Et heureusement qu'il y a une espèce de solidarité quand même entre vous, tu vois. Parce qu'en plus, je trouve qu'on met souvent en rivalité des artistes, mais il y a toujours une envie du public de vouloir du spectacle et donc de la chez les femmes beaucoup. C'est très misogyne, il y a cet aspect, c'est obligatoire et nécessaire pour le public d'hommes de décider de qui est la meilleure femme. Bien sûr. Il faut qu'il y en ait une seule qui soit bien, que l'autre elle essaye de faire elle. C'est ça. L'autre c'est la version mieux de elle. Ouais. Et c'est qu'avec les meufs qui se passe ça. Moi je vois pas ça avec les... Jamais. Avec les gars. Mais on autorise les hommes à être vraiment les mêmes mecs 15 fois de suite. Il y a on en a 120 des pareils. Vraiment. Et chaud. Dans tous les domaines, la musique, le cinéma, tout, tu vois. Mais c'est bien en tout cas que tu le dises aussi, tu vois, que Aya, elle a été ce soutien, parce que tu vois, on oblige aussi les personnalité à parler publiquement, à montrer des choses publiquement et tout. Des fois, il y a des choses qui sont faites dans le privé aussi, tu vois. Énormément, bien sûr. Il y a en ce moment des sujets autour de Shai et Théodora, par exemple, en disant est-ce qu'elles vont faire un feat ? Non, elles ne devraient pas faire le feat, elles devraient faire le feat et tout. Et en fait, c'est des meufs qui se soutiennent dans le privé, qui s'envoient de l'amour, qui s'envoient du respect et tout. Mais tu vois, les spéculations sur les réseaux sociaux, ça alimente un truc qui est hyper nocif pour tout le monde, en fait. Yes. Et qui n'est pas nécessaire de nourrir additionnellement. Genre, je pense que ce qui est trop bien, c'est que la plupart de ces artistes-là, ils mentionnent même pas ça. Ils font pas exister ça plus que dans les chambres à écho un peu de... C'est clair. Des Twitter et autres. Voilà. Mais c'est quand même, du coup, avec ce buzz-là, comme tu le dis... Que je me suis fait signer, que tout s'est passé. C'est à ce moment-là que tu te dis vraiment, là, ma vie, elle a changé. Ouais. Ok. Ouais, je sortais de 2 ans de YouTube. Là, j'avais du coup 300 000 abonnés. Wow. Donc, c'était plus que ce que j'avais demandé à Dieu pour aller me faire signer. Et donc, j'ai rencontré un producteur qui a accepté de me signer. Et là, il a été question très rapidement de commencer à travailler sur de la musique à sortir. Je suis rentré au studio avec déjà un bagage de 200 maquettes à ce moment-là, que j'ai fait de 2014 à 2018, du coup, donc sur 4 ans. Des ébauches beaucoup, mais du matériel. Et donc, on a commencé à bricoler autour de ça. Et du coup, mon producteur m'a proposé de tenter ma chance à l'Eurovision. À ce moment-là. Il m'a dit, est-ce que ça te dirait de faire ça ? Je suis rentré chez moi, j'en ai discuté avec ma mère. Moi, j'étais trop fan du concours. Ouais. J'aime trop ce concours. Ouais, moi aussi, j'aime trop. Même si tout le monde dit c'est un truc ringard et tout, c'est kitsch. Mais bien en sûr. Vrai, moi, j'aime trop. C'est déclassé. Toutes les soirées de compétition, tu vois, tout le monde est bien habillé, où on doit défendre quelqu'un en plus. Je kiffe trop. Jeux Olympiques de la musique, c'est d'art. Tous les ans, je regarde. Il y a des bêtes d'artistes qui sont ressortis de l'Eurovision. Tu regardes des Céline Dion, des France Gall, tu regardes Mahmoud, qui est italien, qui est un immense artiste aujourd'hui. Måneskin, donc Damiano David, Lauryn et tout. Il y a là les gens trop frais. Bon, j'aime trop l'Eurovision. J'allais voir ma mère en mode est-ce que c'est une bonne idée ? Et en fait, le truc a germé dans ma tête en mode go, fais ça. Parce que là, l'idée c'était d'ouvrir la grande porte. Ouais. Il y a plusieurs trajets qui existent pour les artistes en développement quand tu commences ta carrière. Et en face de moi, il y avait 2 issues qui se présentaient. Une où j'allais rentrer dans un circuit très parisien, pointu, se voulant peut-être un peu intellectuel, un peu snob. Je pouvais rentrer dans ça.
Parce que Paris, parce que j'étais dans le cœur de Paris, que je vivais à Paris, que les artistes que je connaissais, c'était les artistes de cette scène-là un peu, que c'était ça le mood, ce qui se passait autour de moi. Donc je pouvais être vite faire des éditos, bien sûr. être mode, aller à la fâche, etc. Ou un autre billet qui était un billet très 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 populaire, grand public, et rentrer dans les foyers, dans les maisons des gens, et pour se faire passer par une trajectoire qui est un petit peu moins, qui paraît un peu moins chiadée, moins cunt. Et donc du coup plus tout public. Et j'ai décidé de prendre cette porte-là au début, parce que stratégiquement, je me suis dit t'es queer, racisé, femme, presenting. Si tu vas dans un truc pointu niche, tu sortiras jamais de ça. Le nombre de gens qui sont pointus niche mais qui break through, qui deviennent genre pow, qui explosent et tout, ça arrive, mais ça arrive pas pour nous. Genre c'est pas possible. On existe, on navigue dans tous ces milieux-là, on les inspire, ces espaces-là, beaucoup. Ils sont très inspirés de cette jeunesse queer, etc. Mais on sort pas de là. Et j'avais cramé ça. J'avais vu un petit peu autour de moi, genre plein de gens qui... Ouais, bah, tu vas pas bouger d'ici. Ouais, et toi, tu voulais pas... Et moi, j'étais en mode, c'est mort, c'est mort. Donc je me suis dit, il faut commencer par le plus gros truc où tout le monde te voit. Comme ça, après, si tu veux, tu iras faire ta niche, tu feras ton truc plus tard. Mais d'abord, sois... Pow. Et je me suis dit, il n'y a rien de plus gros que d'être le visage de tout le pays pendant un an. Tu vois. Tu peux pas faire plus, là. C'est comme être Miss France, genre. Ouais, c'est clair. Si je représente la France à l'Eurovision, la France est représentée par moi, Bilal Hassani. Donc, qu'il le veuille ou non, ce sera moi à la fin. Et donc, ils seront tous obligés de me voir. T'as un circuit promotionnel quand tu fais l'Eurovision qui est très dense. Ok. D'autant plus, le mien l'était encore plus parce qu'il y avait toutes les polémiques et les trucs et les machins. Et moi, je jubilais à l'idée de faire tout ça. Ça a été une année très difficile, mais voilà, c'est comme ça que l'idée a germé et que j'ai dit OK à mon producteur. J'ai fait, vas-y, on va essayer. On va se candidater pour faire l'Eurovision. Ok. Et du coup, parce qu'avant, je crois pas que ça s'est toujours passé de cette manière, mais là, il y avait un concours. Avant l'Eurovision. Donc, tu étais face à d'autres artistes. Comment ça se passe l'élection? C'est le public qui vote? Comment ça se passe? C'est à moitié. C'est à moitié. Le public et un jury de votants. C'est 2 demi-finales, une finale, 18 artistes, 18 chansons. Que beaucoup de gros artistes, beaucoup de gros labels. Il y avait des artistes, ils me faisaient trop peur. Il y avait des titres qui étaient écrits par des mastodons. Moi, il y avait Isolde qui avait écrit une des chansons qui était en face. Wow. Ok. Et c'est ma copine, mon amie, je dirais, depuis que j'ai genre 14 ans, elle est de très très bons conseils sur plein de trucs. Mais là, je me rappelle le matin où j'avais vu qu'elle avait écrit le son, c'était le son de Chimène Badi. J'avais vu, putain. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Le son, il était dark, il s'appelait Là-haut. C'était de la pop, de la vraie pop. Je suis là en mode, aïe, ça va être dur de passer devant ça. Et voilà, donc c'est le public qui m'a élu en vrai, à la fin. Ouais. Voilà. Et donc, automatiquement, en fait, tu étais déjà dans ce tourbillon où tu as appris à vivre avec les critiques, les haters, les polémiques. Tu es en plein dedans, tu arrives quand même à avoir un regard sur... Tu arrives à rester focus sur ce que tu es en train de faire, tu arrives à faire en sorte En 2019 Ouais. Non, c'était spécial. C'est un rêve fiévreux cette année en vrai pour moi. Ouais. C'était spé parce que je pensais que j'étais archi prêt. Parce que je suis pas bête, que j'ai beaucoup travaillé conditionné mon cerveau à comprendre ça, l'amas de réactions. Quand je prenais des raids et tout, genre sur les réseaux pendant les années YouTube, je passais des news, je lisais tout pour m'anesthésier complètement. J'étais en mode genre lis, au bout d'un moment, ce sera que des lettres. Les unes derrière les autres, ça te fera plus rien. Et ça a marché, hein. Ça marchait archi bien. Mais t'es jamais préparé à la France entière qui se chauffe à dire genre non. Tu vois, ça c'était le truc où je savais pas que ça allait être si intense. Je savais pas que l'Élysée allait appeler, que la gauche allait demander, que la droite allait demander. Non, la droite elle allait jamais demander, mais la droite elle était là en mode genre qu'ils allaient m'instrumentaliser pour parler mal de moi. Et ensuite une certaine d'autres partis allaient essayer de m'instrumentaliser pour genre se défendre contre eux. Mais donc, j'ai vécu des phases trop bizarres. Moi, je me retrouvais chez des ministres, j'étais là en mode genre, je pensais que je me chauffais, genre, mais non, en fait, c'est trop bizarre. On est en train d'un petit peu faire de moi
sais, une sorte de poupée un peu un bien sûr. pantin. On t'utilise pour faire Ouais, passer voilà. des trucs Faire que toi... passer des messages, Ouais. des trucs. Tu sais, parfois, je répondais. Et puis, c'était le tout début, il y avait tellement de. Même si on était protégés, même s'il y avait maman et tout, sachant que maman rentre dans la boucle à ce moment-là. Ouais. Voilà, parce qu'au moment où je signe, on fait le contrat, je mets ma mère dans la boucle, Ouais. je lui parle un soir et j'étais là, maman, tu vas rester, s'il te plaît, Mm. et tu vas manager. Parce que c'est pas parce que c'était ma mère à ce moment-là que je pensais comme ça, c'est parce que la femme qui est Amina Fruhoff, je savais qu'il y avait personne d'autre qu'elle qui pouvait gérer ça, ce qui allait se passer. Ouais, avoir les épaules aussi. Avoir les épaules pour comprendre Ouais. déjà, avoir le vocabulaire pour aussi suivre Mhm. et surtout défendre tout le truc. Tu sais, il était 14h, j'allais avoir genre 2 heures de trou, on allait m'appeler, j'allais répondre « Bonjour, c'est Europe 1, vous êtes en direct à la radio, on voulait savoir ce que vous pensez de la polémique des jupes à l'école et tout. » Que des trucs comme ça, tout le temps, tous les jours et tout. Donc ça faisait trop peur et elle a commencé à baliser de ouf, à créer une forteresse un peu autour Ouais, de moi. Mhm. Mais ouais, c'était hyper spé. C'était Ouais. super bizarre. J'ai fait du mal à profiter C'est ça. des trucs bien. Ouais, bien sûr. Parce qu'il y avait beaucoup de trucs pas bien, Ouais. en gros, qui Ouais. s'enchaînaient. Mais c'était stylé. Ouais, bien C'était sûr. stylé. J'étais en mode, ok, bon, bah, je pars en séminaire, je vais faire mon premier album et tout, quoi. Stylé, c'est ça. Ouais, mais t'as l'air en fait hyper prêt depuis toujours Ouais. à ce qui t'arrive. Là, ce premier album, par exemple, j'étais genre tellement pressé de l'écrire qu'il existe. Le nombre de faux premiers albums que j'avais fait avant, Mhm. c'est innombrable, des fausses pochettes. Ça, je conceptualisais le truc et tout. Et là, j'y suis arrivé. J'ai eu 11 jours pour le faire. J'ai eu très peu de temps. Mais je suis trop pas déçu parce que j'ai fait mon premier album. J'étais en mode, tu vas faire ton premier album, tu vas faire ton premier album. Je l'ai fait. Et il est sorti. Donc tout ça, c'était des trucs, ouais. J'étais préparé dans ma tête. C'était quand même hyper excitant. Ok. On va s'écouter un petit extrait pour le plaisir, pour les souvenirs. Laisse-moi m'envoler. I'm not rich, but I'm shining bright. C'est aussi un morceau qui est fort par le message, tu vois, plus que juste ce que tu es, ce que les gens voient de toi avant même de creuser. Ce morceau, il raconte aussi beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui se sont identifiés à toi à ce moment-là. Je pense, ça a été simple aussi. C'est pour ça aussi que je trouve intéressant, au-delà de la vision carrière qui est hyper smart, c'est aussi de se dire, je le fais parce que cette place, il faut la prendre aussi pour plein de gens qui vont m'écouter. Est-ce que toi, tu as ressenti ce truc-là aussi, que tu faisais du bien aussi à certaines personnes d'être là? Je m'en suis rendu compte pendant que ça a commencé à sortir. Parce que Roi, c'était une chanson que j'avais vraiment écrite pour me donner de la force... un peu dans le reflet, tu vois, de dire allez, ça va aller. Et je pensais pas que tant de gens que ça allaient s'identifier au message de la chanson. Et quand j'ai vu comment cette chanson a accompagné les gens, comment le message, et même ma place et tout dans l'industrie, et dans les maisons des gens, comment cette place-là, elle était... si dense, importante pour les gens qui me suivaient, ouais, ça m'a surpris. Genre, je l'avais pas écrit comme ça. Et c'est hyper gratifiant. Je pense qu'il y a rien de plus touchant que de faire de la musique qui compte et qui suit les gens dans leur vie. Mais oui, c'était assez surprenant. Ouais. Beaucoup de... Ouais. Et est-ce que c'est aussi une certaine forme de responsabilité que tu as ressentie à partir de ce moment-là, tu vois? Oui, à certains niveaux, mais je pense que c'est des choses où il faut pas trop se prendre la tête, parce que si tu commences à vouloir jouer le rôle de quelque chose que tu n'es pas, eh ben, tu vas mal le faire. Donc moi, j'ai jamais oublié que je suis un artiste chanteur qui rêve d'être une pop star depuis que je suis tout petit. Et il s'avère que je suis né avec les cartes que j'ai eues. Et j'ai grandi dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, et que tout ça avait une incidence sur la personne que je suis aujourd'hui et pouvait être un reflet pour plein de gens. Et ça, c'est fort, mais c'est tout. Ouais, ça se suffit. Ouais. Ouais, parce que le moi humain militera toujours à plein de niveaux, le moi artiste aussi, mais c'est juste que je me suis pas genre mis dans la tête, ok, maintenant tu vas être responsable de toute une jeunesse queer, il faut que tu soit le bon queer pour ces queers là, ou pour ces... Parce que je me suis dit, genre, il y a tellement de manières de mal faire ça. Bien sûr. Donc juste reste good vibes, donne du sourire aux gens si tu peux,
Et on accompagne, on donne de l'amour et on envoie beaucoup de bonnes énergies. Nous, ce qu'on faisait avec maman, en 2019, on partait sur toutes les dates. On n'a pas une date qu'on a refusée. Ouais. On a fait plein de dates, des séances de dédicaces. Partout en France, plateaux du coup, radio, tu partout, toute la vas rencontrer les gens, tu vois, c'est ça le Et on plus allait voir les important. gens. Ouais. On allait voir tout le monde. On allait voir des gens qui m'avaient pas vu en vrai avant et qui se disaient, genre, c'est quoi ce truc qui se passe à la télé? Il y a beaucoup ce truc-là du phénomène de masse où les gens se disent, genre, mais regardez, tout est en train de changer, il y a ça qui se passe à la télé, faites très attention, il y a ça qui se passe. Mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas dans leur cercle de personnes comme moi, par exemple. Et donc, ils me voient arriver dans la télé, genre, mais c'est quoi ce truc-là? Non, tout va changer, demain, tout va changer. Il y a cette peur-là qui existe dans l'inconscient collectif français. Et donc, nous, on se disait que si on allait dans des petites villes où il y avait des petits concerts radio, les plus petits plateaux radio, des moyens, des grands, des fêtes de la saucisse, des foires. Mais je te jure, j'ai tout fait. Bien sûr, c'est tous important. Les malls, j'ai fait tous les Leclerc, les trucs, tout, j'ai fait tout. C'est hyper important. C'est super important, franchement. Et comme ça, tu peux changer la vie des gens sans faire autre chose que d'être toi, finalement, tu vois. Tu les rencontres, tu vois que toi, t'existes, tu arrives à mener ta carrière, à faire ce que tu as envie de faire, à être respecté, t'imposes le respect et tout. Et finalement, je trouve que c'est important aussi d'avoir ce discours, de pas vouloir chercher la performance, parce que ça, c'est quelque chose aussi qui est imposé par les gens, tu vois. Justement, on tolère ce type de personnes, mais que si vous êtes les meilleurs dans votre domaine. Ouais. Et en fait, l'exigence, tu peux l'avoir envers toi-même parce que tu vois, tu as le droit, tu vois, d'être hyper exigeant et c'est ce que tu es. Mais faut pas que ce soit quelque chose qui soit imposé par les autres. Non. Ça, c'est super important. Oui, tu vois. oui. Mais la perspective, c'est un truc genre trop important, je crois, dans le trajet de vie des artistes. On regarde beaucoup à droite, à gauche, ce que l'autre fait, comment il le fait, comment est-ce que ça se passe pour cette personne-là. Peut-être que je devrais faire ça comme ça parce que regarde, lui, il fait ça comme ça. Et ça, c'est des éléments très parasitants, je pense, dans un trajet de musicien. Et c'est pour ça que la perspective, elle est importante. Tu dois savoir qui tu es, où tu vas, toi. Et à partir du moment où tu es assez genre, satisfait de ce trajet que tu te traces là, et que ce que tu vois, c'est ce qui te plaît, et t'avances, c'est tout. Ouais. Tranquillement. Moi, j'aime beaucoup. J'adore un slow burn. Parce que, tu vois, l'exigence, elle peut exister aussi sur la performance, le truc, le machin. Moi, je suis pas dans ça. Je suis dans un truc où, genre, je veux me réveiller, avoir 65 ans et être encore en train de faire ça. Tu veux te préserver aussi. Et Parce que, tu sais, le truc fulgurant comme ça, ça fait trop peur. Ouais. Moi, je regarde, et là, c'est des trajets qui sont même pas hyper lents, mais on les prend beaucoup en exemple en ce moment. Mais Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Charlie XCX, Tinashe. Mais il y a eu ces 10 ans avant que là, bam, ça pète et que tout le monde soit genre dedans, etc. Donc Charlie, elle avait sa crowd, elle avait son public. Moi, à aucun moment, je me suis dit, Charlie, c'est chaud, ça flop. Ah non. Charlie, jamais je me suis dit ça. Ceux qui savent. Parce que ce qu'elle me donnait, c'était la fantasy. Et moi, tant que j'avais la fantasy et que je pouvais la suivre, que ce soit à l'Alhambra, à Bercy, au Badaboom, au Café des Trochets qui pète, qu'elle chante, moi, j'y vais. Elle va faire son truc, il va être d'art, le truc. Au festival, elle va être d'art. Maintenant, il y a eu Brat. Je suis trop content pour elle. Mais j'ai à aucun moment avant ça senti une perte d'équilibre de sa part. Ouais. À elle. Sa ligne, elle était claire. Ouais. Tu regardes Tina Turner. Tina Turner, son premier hit, elle a genre 50 ans. Avec What's Love Got to Do With It. Elle a genre 50 ans. Elle a une carrière avant, qui est dense. Mais dis-moi quelque chose qu'elle a fait avant What's Love Got to Do With It que tu connais bien. Tu vois, on connaît pas très bien parce que elle a fait un long trajet avant d'arriver là où elle était. Et après, à partir de ce moment-là, elle a eu genre 20, 25, I don't know. Genre, je vais être très mauvais avec les chiffres, mais genre, elle a eu énormément de temps pour construire ensuite la carrière de mégastar qu'elle méritait et qu'elle devait avoir depuis le début. Mais du coup, depuis que je suis tout petit, je suis en mode, je vais être la plus grande pop star de la planète. Et que ça n'a pas bougé, parce que c'est ce qui va se passer, et ben j'ai trop le temps. C'est trop bien d'avoir cette vision. Du coup, j'ai toujours été assez détendu par rapport à tout. C'est intéressant, tu vois, parce que tu as ta vision, tu as ton objectif, mais tu n'es pas pressé pour autant. C'est trop important, et aussi pour préserver sa santé mentale en tant qu'artiste, justement, et pour bien vivre tout ce que tu es en train de vivre. Parce que justement, des fois, tu rencontres des artistes qui sont tellement dans le rush qu'ils savent même pas apprécier chaque sortie, vraiment savourer chaque retour, en fait, et
parce que quand tu vises toujours plus, des fois, tu peux plus te contenter de ce que tu as, tu vois. Et c'est hyper important d'avoir cette vision. Et effectivement, les exemples que tu as cités, c'est des très bons exemples pour savoir relativiser et savoir apprécier sa fanbase. Déjà, c'est fou d'avoir des gens qui se déplacent pour toi et qui sont fans de toi, qui connaissent tes chansons par cœur. C'est incroyable, tu vois. Et en vrai, c'est un peu le cas pour toi depuis le début. J'ai des personnes qui me suivent. Je les connais par nom, je les connais par cœur. C'est très maladroit la relation que j'entretiens avec mon public, hein, parce que c'est genre du parasocial qui tangue vers le social, quoi. Il y a un truc où je les aime vraiment beaucoup, que je connais leurs histoires de vie, que je les vois se marier, que je les vois avoir des enfants maintenant. Je vis avec eux. Je les connais tous. Je les connais pas tous, mais quand j'en rencontre un que j'ai jamais vu, il y a de la familiarité, il y a un truc où j'ai l'impression que je le connais. Et j'ai l'impression que ce lien-là, c'est un lien d'âme, il y a un truc trop fort dans ce rapport-là. Et le soutien, il est indéfectible, il se déplace à chaque fois. Même pour tout, genre, j'ai jamais perdu un award pour lequel j'ai été nommée, parce que j'ai toujours gagné. J'ai gagné la révélation contre Romeo Elvis, j'avais gagné le concert de l'année aux Olympia Awards contre le Stade de France de Gims. C'est complètement gargantuesque et impertinent que je gagne. Mais je gagne parce que mes fans, ils votaient, ils se la mettaient de ouf, ils se la mettent de ouf à chaque fois pour tout. Il y avait un truc genre MTV France, ils avaient fait le classement des clips de l'année en 2020 et j'étais premier. Mon clip, il avait genre 2 millions de vues. Les clips qui étaient en dessous de moi, ils avaient 40 millions de vues. Mon clip, il avait 2 gigamillions de vues, dont je suis très fière parce que c'était fait le vite. C'était le premier clip que j'avais sorti avec mon label, avec ma boîte de prod, tout. Mais avec ces 2 millions de vues-là, on gagnait. Donc, du coup, en plus, ils aident grave la vitrine et la fantasy. Tu vois, je te parlais de la fantasy de Charli XCX juste avant. Les Angels de Charli XCX, ils ont aidé aussi à faire vivre le realm, le monde créé par Charli. Mais moi, je sais que les Habibis, genre comme je les appelle, ils aident vraiment à forger, à définir l'univers avec moi. Donc, leur rôle, il est vraiment aussi important que le mien. Pas qu'à un niveau statistique, genre en mode avec les streaming parties ou les trucs ou les machins, mais vraiment sur toutes ces petites choses-là où quand ils voient que je vais être booké à une télé sur un prime, ils vont se mobiliser pour qu'il y en ait au moins genre 10, 15 qui soient dans le public pour chanter archi fort. Wow. Pour que le moment où genre je suis en train de chanter, on ait l'impression que tout le public connaît ma chanson, tu vois. Plein de trucs comme ça. Et donc il y a plein d'effets un petit peu de trompe-l'œil qu'on a fait ensemble. Ils m'envoient des messages avec des stratégies. La fête de la musique 2020, je vais raconter cette petite anecdote, après je vais te laisser continuer parce que c'est très intéressant comme conversation, on me pose rarement des questions sur ça. Et donc je trouve ça trop cool. Mais ça, c'est un processus de fan très fort. Il y avait la fête de la musique en 2020, qui est une émission que j'adore, que j'avais fait en 2019, et où je me fixe souvent des objectifs comme ça, où en 2019, j'avais vu que j'étais invitée parce que je représentais la France à l'Eurovision, que c'est l'émission qui est sur France 2, et que c'est normal que j'y sois. En 2020, il n'y avait aucune raison pour qu'ils m'invitent, mais pour moi, ça allait m'asseoir en tant qu'artiste dans le paysage si j'y étais cette 2e année consécutive. Et donc, du coup, j'avais demandé à tous mes attachés de presse, etc., pour que je sois programmée et tout. Et ça se faisait pas trop. C'était une grosse émission. C'était tourné à Bercy. Il y avait que les grosses têtes, les grosses têtes. Moi, je venais de sortir un single. Il était tout frais, tout neuf. Et j'y arrivais pas. Je suis allé dans le groupe chat. J'ai un groupe chat avec les vrais. Les vrais... Ça s'est dissipé maintenant. Je les connais un peu de partout. Mais il y avait un groupe chat à cette époque-là. Je suis allé dans ce groupe chat-là. Et j'aurais dit, guys, je suis pas à la fête de la musique. Je suis pas invité. Est-ce qu'on peut faire une massage, si vous voulez? Est-ce qu'on peut faire un peu nimp? Ils m'ont mis en TT. Wow, ok. C'était genre pas de FDLM sans Bilal Hassani, de Fête de la musique sans Bilal Hassani. Donc on était numéro 1 TT France, on était numéro 5 TT Monde. Et ils avaient les hâtes des programmateurs, producteurs, distributeurs, partenaires de l'émission. Tout le monde. Et taguer tout le monde. C'est horrible, c'est pas bien de faire ça. C'est pas bien de faire ça, mais à 16h, on m'a appelé, j'étais bookée et je l'ai faite l'émission, tu vois. Donc finalement, ça va. Tu vois? Et donc, du coup, c'est des trucs comme ça où je sais que les Habibis, ils sont trop chauds pour ça. Et que le public, et que la force, l'importance du public. Et je dis toujours aux jeunes artistes, genre, entretenez le lien, entretenez le lien. Et genre, même si c'est pas très agréable pour certains artistes, c'est d'être trop type A, genre hyper communicatif, etc.
essayez quand même parce qu'il y a des trucs trop fun que vous pouvez Ouais. monter avec votre public. C'est trop amusant. Moi, c'est l'expérience la plus amusante avec moi de ma carrière, c'est toujours de monter les choses avec eux, avec mes fans. C'est Genre. chiant, mais t'as des complices en fait. Des Qui vont complices. être vraiment une force. Exact. Putain, Ouais. c'est génial. J'ai dit dans l'intro que j'avais des petites surprises dans cette émission. Et je suis pas toute seule à te poser des questions. J'ai quelqu'un qui voulait te poser une question. Coucou ma vie, comment je suis? Bébé Théma qu'est-ce que je porte? Bref. Qu'est-ce que tu fais, Bringo Coucou Sandra d'ailleurs. Est-ce que tu peux expliquer comment tu stacks tes voix, tes harmonies? Oh my god De quoi tu as besoin pour le rec? C'est quoi ton kiff une fois que tu as fini? Comment tu réfléchis à faire tes harmonies? Je pense que c'est trop intéressant et les gens doivent savoir que tu es le harmo god de ce pays. Bisous. C'est tous C'est tous. Donc il y a un producteur qui est important Oui, pour toi, pour plein Ouais. d'autres artistes, qui est trop talentueux extrêmement talentueux. et avec qui du coup tu as beaucoup bossé en studio, donc qui te pose Oui. un peu une question sur tes techniques vocales. Ouais, c'est trop sympa de sa part de poser cette question. C'est tout sur So Swag. Je l'aime trop, c'est ma vie. On Il est fait trop les fort. scènes ensemble, il est trop chaud, tout Ouais. depuis Théorème. Mhm. La production vocale, c'est la partie de l'enregistrement que je préfère. Mhm. Voilà. Je sais que c'est un truc que j'analyse et que j'étudie depuis que je suis tout petit. J'écoute les stems de beaucoup des chansons que j'adore pour essayer de les comprendre. Ok. Il y a des choses très intéressantes que tu peux faire, même si t'es pas, si tu fais pas de music theory, même si t'es pas formé au solfège, etc. Hmm. Et moi, toutes mes années solfège, je les ai zappées. Ok. Donc c'est vraiment à l'oreille que j'y vais. Ok. Mais t'écoutes Michael Jackson, genre je t'enverrai la vidéo après. Mais genre même si tu peux la mettre là, genre tu peux mettre un tout petit Allez. mot. Mais Michael Jackson, Thriller. Mhm. Il y a un deconstructed de comment il stackait les voix. Tu vois le They're open wide. Ce truc-là, il y a genre 8 voix qui font They're open wide. Il y a plein de trucs comme ça. Et toutes ces voix qui sont superposées les unes sur les autres font un beau stack. Mhm. Et j'adore faire ça. Donc personne ne m'a jamais pris ça. Ok. J'ai toujours écrit, j'ai toujours composé, etc. Un peu beaucoup. Ma présence dans le studio, elle est toujours importante, mais c'est toujours ce bébé-là, on n'y touche pas. Comment est-ce que comment est-ce que je stack mes voix? Je vais faire toutes mes leads en premier, donc toute ma prise principale en premier. En deuxième, on va faire tout ce qui est les doubles. Donc des doubles, c'est que par exemple sur ton refrain, tu vas enregistrer une deuxième et une troisième fois la même à l'unisson ce que tu chantes Mhm. et les stacker et les mettre du coup à droite et à gauche de l'oreille. Donc ta voix Ok. principale elle est ici et t'as les deux autres qui sont en stéréo et ça rajoute de l'amplitude. Tu peux pas prendre la piste du milieu et la dupliquer et la mettre sur les côtés parce que ça crée un effet phaser un peu pas beau. Hmm. Et donc du coup c'est pour ça que tu doubles. Après avoir fait tous mes doubles, je commence à faire mes harmonies. Je vais toujours faire les deux premières avec la prod. Ça va généralement être une tierce, une quinte, très simple. Et à partir de ce moment-là, je demande à Soutous de couper la prod, Mhm. de mettre mon clic et je cherche. Et je trouve que c'est hyper bien de parsemer, de faire un petit peu, de pas trop charger. Si j'arrive à trouver la vidéo et que t'arrives à la mettre, mais il y a une chanson qui s'appelle Bucket List de moi, j'avais sorti la vidéo de à quoi le pont ressemblait, Ok. mais c'était un truc comme ça que Ok. j'avais fait. C'était trop tentant, pas dedans. J'ai coché ma bucket list. Où du coup tu crées des escaliers vocaux. Et c'est la partie que j'aime le plus. Je trouve que ça rajoute de la densité à la chanson. J'ai déjà fait des chœurs à 60 pistes sur des morceaux juste pour 10 secondes de son parce que je trouve que ça marche trop bien. Ouais, tu vas dans le détail. Mais tu as aussi ce côté un peu geek de la musique aussi. Parce que là, tu me parles de vidéos de Michael qui sont décortiquées. Du coup, tu regardes beaucoup ce genre de Tout contenu. le temps. Tout le temps, tout le Ok. temps, tout le temps. Depuis tout petit. Je suis un gros fan de musique. Donc du coup, quand t'es fan de musique, tu manges que ça. Hmm. J'ai un abonnement Mix with the Masters qui est un Ah truc ouais. voilà, où je regarde Trop genre fort. tout ce que tout le monde fait. Quand Phineas sort une vidéo avec Billy, je suis en mode je suis trop content. T'as Mike Sabath, comment il a fait What's the name of this song? Escapism Mhm. avec 07 au Shake. Escapism de Mike Sabath, comment il l'a déconstruite. Il y a une vidéo que j'adore
d'un mec qui ouvre la session Into You de Ariana Grande, qui est une chanson qui est produite par Max Martin. Max Martin, c'est mon daron, Ok. premier, number one. Et j'apprenais. Je volais les stems pour mettre des risers, des swells, des trucs, des machins dans mes prods à moi, mes prods horribles. Je faisais des prods horribles, dégueulasses. Quand je faisais mes prods, je volais un petit peu les stems de Ariana Grande, de Bieber, les trucs de Poubert, tous les trucs de ces producteurs-là. Et je suis un gros fan de musique, de musicologie, de comment la musique est faite. Je pense que ça vient aussi beaucoup de mon admiration pour la K-pop. J'aime beaucoup la musique coréenne. Ok. Tant elle est dense, tant elle est complexe, tant elle est riche. Et que, par exemple, stacker 60 pistes de voix pour faire une harmonie qui dure qu'une seule phrase, et ben c'est un truc très K-pop. Tu Ok. vois. Et j'écoute cette musique-là depuis que j'ai genre 10 ans. Mm. Et j'analyse beaucoup cette façon de faire. Ouais. Et c'est une grosse inspiration sur la musique que je fais moi aussi. Ok. Là, tu es parti sur quelque chose d'assez différent sur le projet, l'album qui sort le 28 mars, L'Affreuse, Ouais. qui est un album live. Ouais. Et moi, j'ai l'impression que c'est vraiment... On va parler des morceaux, mais c'est une déclaration d'amour aussi pour la chanson française. Exact. Et j'ai l'impression de retrouver vraiment quelque chose qui s'est perdu un peu avec les années, mais écouter des morceaux live, déjà, de ce genre de captation, c'est un truc à l'ancienne, tu vois. Ouais. Tu peux penser à Michel Berger, France Gall, etc., tu vois. Barbara. Exactement. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de cette idée, de cette... comment s'est fait la conception de ce projet-là ? Ce projet est né sur du live. J'ai été invitée par Martin Dust à chanter au Cabaret de Poussière, qui est son cabaret, en décembre d'il y a 2 ans. Mhm. Et du coup, j'y suis allée et il avait un catalogue de chansons, dont une que j'ai aimée tout particulièrement, qui s'appelle La Question, Mhm. qui m'a présenté, qui était une chanson qui était faite, Ouais. qui existait déjà. Et je suis montée sur scène, j'ai chanté le morceau, je suis sortie de scène, j'ai dit il faut que je sorte cette chanson, cette chanson doit exister, il faut qu'on fasse des chansons, j'aimerais beaucoup faire des chansons. Et en fait, je sortais d'un moment où j'allais m'engager dans plein de mixtapes Mhm. et plein de projets genre hyper farfelus, très denses, électroniques, etc. Et je m'étais dit, je vais faire ça là, ma phase, et ma phase elle va me saouler. Je me connais. À la fin, je vais avoir besoin de calme, je vais avoir besoin de faire quelque chose d'un peu plus introspectif. Mhm. Et donc j'ai lancé ce projet-là avant même d'être saoulé de ma phase d'après, parce que j'ai prédit un peu. Ouais. Je me suis dit, ce serait bien d'avoir un projet qui m'apprenne des choses, et en plus qui soit plus calme. Mhm. Et c'est comme ça que L'Affreuse est née. L'Affreuse, c'est de la chanson française, dans son cœur vraiment. Mhm. Et moi, je connais pas la chanson française. Donc, je suis allé m'isoler sur une île, sur l'île du Levant, avec Martin. On était tous les deux avec ma maman, toujours, elle est toujours là, ma reine. Et on a écrit et on a écouté. Et j'ai appris et j'ai study de ouf, genre, tout ce genre-là, tout ce courant-là, même le singer-songwriter style of writing. Genre, tu vois, le truc des singer-songwriters, c'était pas trop ma cam. Mhm. Donc, j'ai découvert L'Abbé Siffré, j'ai découvert Terry Moïse, Mhm. j'ai découvert Brigitte Fontaine, Barbara, parce que je connaissais pas beaucoup, quoi. Et c'est vrai que tous les albums de ces artistes que j'écoutais, la plupart c'était des captas, Mhm. un Olympia, un truc, un machin, Ouais. etc. Et en fait, très tôt dans la conception du projet, Didier Varro de Radio France nous avait pitché de faire un live pour l'Hyper Weekend qui allait venir un an après Ok. ce moment sur l'île. Je me suis dit, bah, en vrai, si on s'y met bien et vite, en janvier prochain, on peut présenter des chansons. Et du coup, ce qu'on a fait, on a commencé à travailler les chansons, on les a finies. Martin et moi avons invité Lilian Mille dans la boucle créative pour m'accompagner au piano. Mhm. Et là, on a dessiné L'Affreuse, on a dessiné tout le thème, tout le score, parce que je voulais que ça soit un peu dans une ambiance lynchienne, Mhm. ce truc un peu qui frissonne, qui fait frissonner, qui est du gras quand même, que ce soit un petit peu... Parce qu'il y a beaucoup ça dans la chanson française, je Mhm. trouve. Il y avait des humeurs, des ambiances dans les chansons, ça s'est perdu un petit peu, ça. Tu vois, c'est l'un des trucs que, avec l'arrivée de la machine, on a perdu un petit peu ce truc où t'écoutais une chanson qui avait clairement une histoire qui était en train de t'être racontée avec beaucoup de finesse. Et donc, si tu voulais vraiment comprendre ce qui se passait dans le texte, eh ben, tu devais aller le lire. Mhm. Et tout ce truc-là, c'était vraiment
la mission, la quête Ok. dans ce projet-là, qu'on a présenté fin janvier. Et honnêtement, quand tu fais un bête de live, tu sais, des fois tu fais un live, tu sors d'une date, d'une tournée, je dis putain, elle était bien celle-là. Je pourrais sortir ça. Tu le fais pas. Et là, tu l'as Et là, je me conçu suis dit pour. non, c'est trop tard. Je vais concevoir tout le truc autour et je vais le sortir parce Ouais. que ça va être bien ça. Vocalement aussi, ça m'emmène dans des endroits où les gens pensent que je sais pas aller. C'est hyper intense. C'est Ouais. hyper intense. J'ai pu l'écouter du coup et vraiment, bah déjà je te dis, ça m'a vraiment rappelé les grandes heures, tu vois, de la chanson française. J'ai trop aimé et je trouve vraiment que ce que tu racontes est encore plus mis en avant, tu vois, parce que justement on voit que sur l'écriture il y a eu vraiment un vrai travail pour romancer certaines histoires et pour te livrer aussi, tu vois, et même dans ton interprétation, effectivement tu te permets des trucs vocalement qui sont hyper intenses, qui sont proches parfois un peu du théâtre aussi, tu Ouais, vois. bien sûr. Et le fait d'avoir aussi... En fait, on imagine le public qui est en face de toi. Donc, on est dans une pièce, en fait. On est dans un endroit, il y a quelque chose de marqué temporellement et tout. Et c'est hyper intéressant. On peut s'écouter un petit extrait de la question. Je ne rentrerai pas bien sage à l'intérieur de vos cases. Je casserai toutes les cages dans lesquelles vous m'enfermerez. Dans lesquelles je m'enfermerai. C'est hyper réussi en tout cas. Et j'ai l'impression que tu fais aussi un petit pas encore plus d'introspection dans ton écriture. Tu l'as ressenti aussi comme ça? Oui, énormément. Mais je pense que ça, c'est vraiment plus facile à faire quand il y a quelqu'un à côté qui va chercher les mots pour toi. Ouais. Et c'est vraiment ce que Martin Dust a fait sur ce projet-là. Beaucoup de sujets que je rêvais d'aborder en chanson, mais que je savais pas du tout comment. Je savais pas comment entamer l'écriture. Il y a un morceau qui s'appelle Je ne pleure pas, qui parle vraiment de ça. C'est ce que le titre indique, quoi. Et c'est pas facile d'écrire une chanson sur le fait que tu chiales pas, parce que du coup, tu dois faire le trajet d'introspection, tu dois savoir où est-ce que tu emmènes le titre, comment tu le racontes. Et tu vois, je venais avec des concepts, je venais avec des bribes, et parfois Martin me rappelait, genre, 2 semaines après, il t'en dit un truc à te faire écouter. Putain, on se pose, et il me faisait écouter des gros bouts des chansons faites, en fait. Et j'étais en mode, putain, mais oui, mais c'est ça. Et donc, il y avait ce truc quand même qui était hyper intéressant dans cette méthode-là, parce que je me sentais très chanteuse, quoi. J'aimais bien. Ouais, c'est une collaboration où vraiment chacun est là pour pousser le meilleur de la performance de l'autre, en fait. C'est hyper intéressant. Moi, j'ai encore une petite question, une petite surprise pour toi, justement sur la conception de cet album. Coucou Bilal, c'est Yoa. Et je voulais savoir si tu avais une petite anecdote un petit peu croustillante, un petit peu kitsch and midge à nous raconter sur la sortie de ton album, enfin sur la préparation de ton album. Et je t'envoie plein de force, je te fais plein de gros bisous et j'ai trop hâte d'écouter ton album. Bye bye. Ma vie. C'est Yoa. Kitchen Midge Mansion, Stream Kitchen Midge, oh my god. Bien sûr. Ma reine. J'adore Yoa. On l'adore. Son premier album est formidable. Il est en boucle, il est en rotation. Et que l'album reste en rotation quand il y a un album de Lady Gaga qui est sorti, pour moi, ça en dit vraiment long. Ça veut dire beaucoup. La favorite est très bien. Princess K.O. C'est un gros banger, cette chanson. Mon Dieu, Yoa, je l'aime trop. Force et amour. Oui, il y en a plein des anecdotes croustillantes sur la conception de ce projet. La plus grosse, c'est que à plein d'étapes, j'ai pas eu envie de le faire. Voilà. À plein de niveaux, j'ai pas eu envie de faire l'affreuse. Tu voulais abandonner, c'était... À toutes les étapes. Okay. À la première étape, à la deuxième, à la troisième, à la quatrième, jusqu'au moment où je suis montée sur scène à 18h pour la première représentation, il y avait encore une fenêtre qui existait où je partais, où je rentrais chez moi. Ah ouais, c'est fou. Ouais. J'ai pas aimé le processus en réalité. Ah ouais. C'est pas mon processus préféré. Ça a été dur parce que quand tu as une impulse artistique, mais qu'elle se fait ensuite parasiter par une réalité d'un métier, en tout cas que des parasites de l'environnement arrivent, ça joue beaucoup sur l'humeur de tout ce qui se passe. Ouais. Et en fait, moi, à la base, j'ai kiffé une chanson et je me suis dit, ce serait trop bien qu'un jour, je fasse un projet de chanson française. Et d'un seul coup, dans ma tête, je suis rentrée dans une spirale en mode,
t'es pas légitime à faire de la chanson française, déjà Ah ouais. pour commencer. C'est Que toi, même si tu tu le la fais ressens. Enfin, tu t'es dit- immédiatement, je me suis dit, si tu te bats avec ta pop, tu t'es battu avec une pop très tout public et c'était hyper dur. Mm. T'as décidé de quitter ce navire-là et de rentrer dans de la musique que tu kiffes vraiment bien faire et pour la chanter à des gens qui aiment bien l'écouter. Et là, je devais sortir de ça pour revenir dans une sphère où les artistes comme moi, on n'est pas... Mm. On nous écoute pas dans ce registre-là. Et je me suis dit, est-ce que je vais avoir la force d'avoir les gens qui vont me dire que c'est pas bien sans que ça soit vraiment pas bien, tu Mm. vois? Ça va me foutre le seum parce que je vais me la mettre et ça va être vraiment beau et ça va être des belles chansons. Et en fait, la poule victoire de la musique, elle va être en mode ah, vas-y, bref, lui, tu vois. Et donc, ça, c'est des trucs qui, moi, normalement, doivent pas m'affecter. Ouais, Que je me protège contre ça ouais. en faisant un trajet qui est très spécifique pour pas avoir à me reposer sur leur avis, leur opinion, leur regard. Et en fait, je pensais qu'à eux pendant beaucoup des étapes. Il y avait plein de moments où j'étais en mode genre ah, je veux pas, ils vont détester, ah non, là, ça, ils vont trouver ça, machin. Et que j'appelais tout le monde, je disais on annule, on fait pas, on fait plus. Que ma mère, elle me rappelait, elle disait allez, vas-y, remonte sur le navire, c'est ton idée, t'avais envie d'y aller. J'étais en mode ok. Après, j'appelais, mais heureusement, encore une fois, que les collaborateurs étaient Martin Dust, étaient Lilian Mille, étaient Amina Fruoff, parce que ça, c'est des gens qui savent naviguer avec un écorché un petit peu, tu vois. Ouais. Parce que je Avec suis vraiment les doutes, avec... tout ça. Et tout ça, c'est genre des choses qui font pas partie de mon ADN, mais que ma peau est sensible maintenant, parce que je me suis pris vraiment beaucoup les backlash, les trucs, les machins. Et là, ça faisait 2 ans que je faisais du son. Je faisais ma tambouille, plus personne me calculait. Genre, en vrai, les gens, ils me regardaient plus trop. Je faisais mes dates. Il y avait mes gens, ils venaient à mes concerts, je faisais mes festivals. Et j'avais ma petite vie. Et là, j'étais là en mode, genre, si je pars dans un circuit... Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai réorienté tout le projet pour qu'il soit quand même protégé. Tu sais, je suis pas partie en mode radio, en mode truc, en mode... J'ai vraiment voulu créer un cocon, encore une fois, pour que... Bah, si tu veux vraiment l'écouter, écoute-le, le projet. Ouais. Et si tu penses quelque chose de ce projet-là, dis-moi ce que tu en penses. Je veux pas que tu penses du bien ou du mauvais, mais j'aimerais que ce soit ton avis sur l'œuvre finale, où tous ces gens-là ont travaillé dessus, pas sur l'idée de moi qui fais ça, tu vois. Et c'est pour ça que ce projet était un petit peu... C'était compliqué, ouais, c'était une compliqué. expérience. Aujourd'hui que tu as réussi justement à aboutir à ce projet, à le réaliser, à le mener à bien, comment tu te sens là à quelques jours de sa diffusion et que ce soit disponible à tous? J'ai trop hâte, Ok. en vrai, ça va être très bien. Je pense que voilà, mon public a passé un bon moment avec les chansons sur le live et vont être très excités de le vivre tout le temps dans leurs écouteurs. Donc je suis excitée, j'ai juste hâte. Trop bien. Bah, merci beaucoup Bilal Merci. d'avoir été avec nous, avec moi, de m'avoir raconté tout ton parcours. C'était hyper enrichissant, hyper intéressant. On aurait pu continuer encore longtemps, Oui. mais rien ne dit que tu peux revenir en vrai. Let's go. Prochain projet, tu reviens. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On peut écouter l'Affreuse à partir du 28 mars et aussi ton podcast que tu as cité, Oui. Kitchen Midge, du coup, Yes. qui est dispo. C'est quoi la récurrence? C'est Mercredi, tous les mercredis. Tous les matin. mercredis. Ouais, génial. en vidéo et en audio. Génial. Et quant à moi, j'ai confectionné une playlist qui regroupe les essentiels de Bilal Hassani et tous les morceaux dont on a parlé dans cette émission que vous pouvez retrouver dès maintenant sur les plateformes d'écoute. Et c'est ce que je ferai pour chaque épisode. C'était Processus, le nouveau podcast musique de Compagnie, disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur YouTube. Merci de soutenir cette émission. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Bye. Et ne partez pas tout de suite. Cet épisode de Processus est maintenant terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. La bonne nouvelle, c'est qu'on vous livre un nouvel épisode dans 2 semaines. Parce que Processus, c'est tous les 15 jours, un mardi sur 2. Abonnez-vous et mettez des cœurs en commentaire. Processus. Bye. Merci. Merci. Ah, trop bien. C'était super. Trop bien, ça Merci, fait plaisir. Sandra.